une production Girl Crush. Si vous vous dites, crime, les filles sont tellement bien habillées aujourd'hui, ben c'est parce qu'on porte du Girl Crush. Puis si vous savez pas c'est quoi Girl Crush, ben vous vivez en dessous d'une roche. Les outfits de Girl Crush, c'est mes outfits préférés. Ça fait tellement longtemps que vous savez que je supporte cette entreprise, qui est une entreprise qui a pour mission de miser sur l'unicité de chaque femme, d'offrir de l'inclusion le plus possible, d'inspirer et de transmettre des messages positifs. Donc, ça matche parfaitement avec la mission de Elle également. Leurs vêtements sont produits à partir de matières qui sont durables, de qualité. C'est des vêtements qui sont confort, abordables et inspirés des dernières tendances. Donc maintenant, vous savez où aller magasiner. Leur site web, c'est girlcrushgang.com et on a caché un petit code promo dans la description de l'épisode. Avant de commencer l'épisode d'aujourd'hui, il faut absolument que je vous parle de Floravie, qui est notre commanditaire officiel. Floravie, c'est quoi? C'est une entreprise canadienne qui œuvre dans le domaine de la santé sexuelle et qui s'engage à veiller au bien-être intime de chacun. Ils offrent des produits qui sont hypoallergéniques, d'une qualité exceptionnelle, qui sont conçus au Canada en étroite collaboration avec des professionnels de la santé. Leur gamme vise à améliorer la santé globale via la santé sexuelle, qui comprend le bien-être physique, mental et social. Ils offrent des gammes autant pour les femmes que les hommes et on retrouve parmi leurs produits des lubrifiants à base d'eau, à base de silicone, des accessoires intimes pour femmes, des poids et dilatateurs vaginaux, des aphrodisiaques naturels, des anneaux péniens, des sprays désensibilisants pour hommes ainsi que des coupes menstruelles. Vous pouvez retrouver les produits Floravie dans les grandes pharmacies du Québec ainsi que dans les supermarchés Avril. Sur ce, bon épisode tout le monde et merci Floravie pour votre confiance. Bienvenue dans votre safe space pour vous inspirer. Bienvenue à Elle, le balado. Allô Catherine! Bonjour! Salut les filles! Tellement un honneur de t'avoir aujourd'hui. Mais je suis vraiment contente aussi de faire partie de vos premières invitées. Oui, mais on a été tellement surprises que tu dises oui, tellement heureuse, là. Ben écoute, déjà, c'était pas mal dans mes corps, là, vos thématiques. Puis on dirait que je me donne un peu ce mandat-là d'aller, je sais pas, de tout ce qui est comme empowerment, pouvoir féminin, confiance. Ça m'a surprise, mais pas tant, parce que en même temps, c'est à ton image. J'avoue, j'essaie de faire la place dans mon agenda pour ce genre d'initiative-là que je trouve super importante. On est vraiment grateful et très excités. Ça fait tellement longtemps que je te suis. Tu étais dans nos top invités. Bien contente. Très heureuse qu'on ait réussi à faire fonctionner tout ça. Nous autres aussi. On commence toujours nos épisodes avec des petites questions en rafale, brise-glace. OK. Fait que questions rapides. Parfait, je suis prête. Prête? Le métier que tu voulais faire quand tu étais plus jeune? OK. Quand j'étais enfant, je voulais être comédienne. Mais quand j'étais ado, je voulais devenir journaliste sportive. Oh, j'adore. Pas trop loin. Journaliste politique. Une personne qui t'inspire en politique? Écoute, je vais dire que c'est deux femmes qui étaient pas au Québec, en fait, là, qui ont été respectivement première ministre de la Nouvelle-Zélande et de la Finlande. Donc, Jacinda Ardern et Sanna Marin en Finlande. Ouais. Deux jeunes femmes qui ont vraiment changé les façons de faire ou de percevoir aussi la politique, puis que je trouve très inspirante. Bonne réponse. J'adore. Une chose que les gens ne savent pas nécessairement à propos de toi? Probablement plein de choses, quoique je suis quand même assez transparente puis authentique, notamment sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que les gens ne savent pas de moi? Un hobby, une passion, un sport, passe-temps. Bien, regarde, peut-être le fait que je ne suis pas du tout sportive. Là. Tantôt, j'ai dit que je voulais être journaliste sportive quand j'étais jeune. Mais déjà, c'est quand même, quel sport pratiques-tu? Aucun. Aucun. Moi, je cours tout le temps partout, donc je me considère relativement active dans le sens que je suis toujours dans le rush, puis toujours à la course. Mais non, tu sais, je marche, là, mais à part de ça, vraiment pas. J'ai aucun talent en sport. Puis j'avoue que c'est le fun de faire des choses dans lesquelles on est bon. En tout cas, moi, j'aime mieux ça. J'ai comme un petit côté compétitif. Là. Donc, non, vraiment pas sportive. Ben, marathonienne d'horaire. Peut-être dans mes rêves, là, mais jamais. Moi, mettons, aller courir, là, c'est vraiment pas mon truc. Mais c'est correct. J'admire beaucoup les gens qui le font. Pour ceux et celles qui nous écoutent puis qui ne te connaissent pas, tu pourrais-tu nous décrire un peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie?
Oui, donc je suis une femme de 32 ans. Je me suis mariée l'année dernière. Ah, félicitations! Merci. Je suis l'aînée d'une famille de 3 enfants. Donc, moi, j'ai 2 frères qui travaillent en construction. J'ai un frère qui est charpentier-menuisier, qui a 2 petites filles. Donc, je suis aussi tante. Et mon plus jeune frère, il est électricien. Dans le fond, il travaille avec mon père qui est aussi électricien. Ma mère travaille en restauration. Elle est serveuse. Et donc, moi, j'ai étudié à l'université en économie et en sciences politiques. Puis ça fait maintenant presque 10 ans que... En fait, ça fait 10 ans que je fais de la politique active, donc que je fais de la politique à temps plein. Et là, ça fait 10 ans, la première fois que j'ai annoncé que j'allais me présenter à une élection. Et depuis ce temps-là, bien, j'ai gravité en politique, que ce soit comme candidate. Par la suite, j'ai été attachée politique à l'Assemblée nationale au cabinet de chef de l'opposition officielle. Puis j'ai été élue comme députée, j'avais 24 ans. Je suis devenue la plus jeune femme élue à ce moment-là de l'histoire de l'Assemblée nationale. Puis, en 2021, je me suis présentée à la mairie de Longueuil et j'ai remporté. Et donc, je suis mairesse depuis le 7 novembre 2021. Félicitations! Quel beau Wow, parcours inspirant. Je tiens à dire Merci. que tu es la première à avoir... Ben, tu sais, je sais pas si on pose la question toujours comme ça, mais j'ai adoré que tu aies répondu autre chose que ton métier direct en partant. Genre, qui es-tu? Que tu as commencé avec toi, ta famille, tes proches. Ouais. Ça, Bien, pour juste moi, c'est ça je qui trouve est vraiment fondamental. Puis j'ai aussi vraiment beaucoup de chance parce que j'ai plein de bons amis autour de moi. Certains que j'ai rencontrés au fil de mon parcours politique, mais certains dont l'amitié remonte à plus longtemps ou des amitiés comme plus récentes. Puis ça, je trouve ça vraiment le fun, à l'âge adulte, de pouvoir développer des nouveaux liens aussi, puis des gens qui nous rejoignent vraiment de par leur parcours. Puis moi, j'ai de la chance, j'ai des super bonnes amies que ça fait pourtant pas si longtemps que je connais. Puis autant que je garde mes amis d'il y a longtemps aussi, comme du secondaire, mais je trouve ça... Moi, c'est la chose dont je suis le plus fière dans ma vie, c'est mes relations. Puis malgré tout, parce que mon travail est vraiment prenant, mais pour moi, c'est fondamental de maintenir ces liens-là, puis même d'en développer des nouveaux, puis j'ai réussi à travers les années. Puis je trouve que c'est ça qui est le plus riche, parce qu'après, c'est ça qui demeure C'est là, ça qui à la nourrit, source, là. c'est ça qui nourrit. Puis après, quand le reste s'en va ou quand le reste évolue, ben c'est le fondamental qui demeure. J'adore. On est des nouvelles amies. Wow. C'est ça. Avec tout ce que tu as dit, moi, j'ai une question qui est venue en tête qui était plus comme qu'est-ce qui t'a donné la piqûre vers la politique? Tu sais, pourquoi tu es allée en politique aux alentours de 20 ans? Oui, j'ai commencé, dans le fond, à m'impliquer plus activement en politique quand j'avais genre 18-19 ans. C'est un peu un hasard parce que moi, je viens pas d'une famille qui était militante ou engagée. Tu sais, mes parents, c'est moi qui leur en parlais de la politique quand j'étais plus petite, là, parce que j'ai commencé à m'intéresser à l'actualité au début des années 2000. En fait, moi, j'avais 9 ans aux attentats du 11 septembre. là. C'est comme un événement marquant de notre génération, mais mes parents recevaient le journal à la maison, puis à ce moment-là, j'ai commencé à le lire à chaque jour. Fait que je m'intéressais beaucoup à l'actualité, puis nécessairement dans le journal, on parlait politique, puis là, je commençais à suivre ça, puis là, je me souviens des élections, je regardais les pancartes électorales, je demandais à mes parents pour qui allaient voter. Donc, j'avais vraiment cet intérêt puis cette curiosité-là, mais sans plus. Tu sais, je pense pas que j'aurais fait de la politique si j'avais pas rencontré des gens dans mon parcours qui, eux, venaient de familles plus militantes ou étaient eux-mêmes engagés politiquement. Donc, j'ai fini au cégep là, par commencer à aller à des événements politiques juste parce que mes amis m'ont traînée. Puis finalement, c'est moi, après ça, qui traînait. Puis vu que j'y allais quand même souvent, il y a des gens qui ont... Il n'y avait pas tant de jeunes encore aujourd'hui, là, malheureusement. Puis je pense que je me suis fait un peu remarquer. Quelqu'un m'a proposé si je voulais devenir bénévole. J'ai accepté. Puis là, de fil en aiguille, j'ai pris de plus en plus de responsabilités. Je me suis impliquée dans un paquet de trucs, notamment à l'université. Puis c'est comme ça, de fil en aiguille, que j'ai fait mon chemin en politique. Puis je tripais. Tu sais, moi, je suis vraiment quelqu'un qui suit mon instinct. J'aime ce que je fais. Puis la politique, en fait, pour moi, parce que j'ai fait du bénévolat aussi quand j'étais plus jeune, mais plus du bénévolat communautaire. Tu sais, je m'impliquais notamment dans des résidences de personnes âgées. Bien, pour moi, la politique, c'était la poursuite de mon engagement, plus dans ma communauté, mais aussi une façon de défendre des grandes idées pour la société. Puis c'est comme ça, c'est toujours un peu sur ces deux angles-là que j'ai vu la politique. Puis je me suis dit, go, je fonce, je pense que je suis capable d'apporter quelque chose, que la voix aussi à l'époque, quand je me suis présentée la première fois, je me disais c'est important d'entendre aussi une diversité de voix pour être bien représentatif. C'est sûr que j'avais pas un CV de 25 ans, j'avais même pas 25 ans à ce moment-là, mais je me disais c'est important, puis je vais apporter autre chose, puis je suis sûre que je suis capable de mettre les efforts requis. Puis honnêtement, je pense que j'ai relevé le défi. Oui, c'est ça. Ben vraiment, c'est fou à un jeune âge comme ça d'avoir déjà en tête d'apporter de la diversité à
c'est à la politique. Là. Oui, mais c'est parce qu'en fait, c'est un constat que je faisais en général. Tu sais, je parlais aux gens que je côtoyais dans les milieux politiques, souvent plus vieux. Puis je leur disais, hey, c'est vraiment dommage. Il n'y a pas de jeunes femmes, il y a pas, moi, je ne peux pas m'identifier à personne. Puis là, il y a 2-3 personnes qui m'ont dit, ben pourquoi toi, tu te présenterais pas? Je suis comme, ah, ben ouais, dans le fond, pourquoi pas? T'as quand même raison, finalement. Puis ça l'a comme fait cheminer un peu dans mon esprit. Puis c'est un peu ça qui a fait en sorte que je me présente pour une première fois. En tout cas, que ça m'a donné la petite poussée de confiance. Le guts, C'est vraiment le pourquoi pas. Ouais. Puis pourquoi, selon toi, il y a autant peu de jeunes femmes en politique? Bien, la première raison, puis ça, c'est pas juste moi qui le dis, là, il y a des études qui l'ont démontré, notamment de l'Institut du Nouveau Monde. Le facteur premier qui est un prédicateur au fait d'avoir, mettons, des jeunes femmes en politique ou d'autres groupes plus minoritaires, c'est d'avoir des modèles. C'est ce qui fait la plus grande différence. C'est que tant que les gens ne se voient pas, ben, ils n'ont pas le réflexe de penser qu'ils ont leur place. Ça, c'est le facteur numéro 1. Après, il y a plusieurs autres facteurs. C'est sûr que historiquement, la politique a été plus un milieu traditionnellement masculin. Les façons de faire aussi, parfois, c'est plus agressif, c'est plus... ça correspond à un modèle, même si maintenant, il y a plus de femmes. On atteint une certaine zone paritaire, par exemple, à l'Assemblée nationale, mais les façons de faire sont encore moulées dans des attitudes plus associées à des stéréotypes masculins. Fait que, nécessairement, ça joue dans notre inconscient, puis ça fait en sorte que le style peut-être ne correspond pas à la façon dont nous, on aimerait faire la politique, mais plus il va y avoir justement de modèles féminins qui vont assumer aussi ça, parce qu'il y a des femmes qui vont rentrer dans le moule traditionnel. Mais si on défait ce moule-là, il y a des femmes qui vont vouloir. Puis moi, je pense qu'il y a de plus en plus d'hommes aussi qui ne se voient pas dans ce modèle-là. Puis je pense qu'il y a bien des femmes qui préparent la voie à des hommes qui voient la politique différemment. Je pense que c'est en train de se faire tranquillement. Mais ça sera à poursuivre. Puis, tu sais, après, il y a des facteurs aussi du fait que encore les femmes, aujourd'hui, assument davantage des charges familiales. On voudrait que ça soit plus avancé que ça. Oui, on a fait du progrès, des grands progrès, il faut se le dire, mais pas encore. Il y a encore plus de charges mentales. Les femmes s'occupent encore plus des enfants ou des proches. Ils sont plus souvent proches aidantes. Puis, ne serait-ce que biologiquement, si par exemple, moi, je me voyais. J'étais députée quand même à 24 ans. Je ne me serais pas vue avoir des enfants en étant députée à l'Assemblée nationale parce qu'après, tu dois toujours faire la route. Moi, j'habitais à Longueuil, j'étais députée à Longueuil, Québec. Imagine avec des jeunes enfants. Le père, il y a un autre travail, par exemple, dans la région. Fait que c'est compliqué aussi là, d'un point de vue gestion quand tu as des jeunes enfants ou des enfants à l'école. Puis souvent, les femmes vont peut-être faire ce sacrifice-là, entre guillemets, au profit de leur conjoint, mari, père de leur enfant, chum, peu importe, ou blonde. Mais l'autre sens est moins commun encore aujourd'hui. Moins fréquent. Oui, c'est ça. Ouais, exact. Ouais. Ça doit être difficile de faire bouger ce moule-là, là, un peu que tu parlais, là, d'essayer de faire bouger les choses. Puis tu disais, il y a des femmes qui vont juste rentrer dans le moule puis pas rien dire, mais comme être confortable là-dedans puis rien essayer de faire changer. Mais comment qu'on peut faire changer ça? Quelles actions qu'on peut poser? Comment, s'il y a une jeune femme qui nous écoute en ce moment puis qui est justement intéressée envers la politique, quel conseil tu lui donnerais en rentrant en politique? Bien, ça dépend. Ça dépend des paliers politiques. Moi, maintenant que je suis au municipal, je vois que c'est pour ça aussi que je suis allée vers le municipal, parce que je me disais, c'est peut-être une politique qui est plus malléable, dans le sens où c'est moins comme organisé en système. Parce qu'à l'Assemblée nationale, c'est la même chose à la Chambre des communes à Ottawa. C'est les partis politiques qui mènent le bal. Il n'y a pas vraiment de place pour les élus indépendants. En tout cas, notre système est très partisan. Puis la partisanerie, ça moule beaucoup la façon de mener les débats. C'est vraiment dans souvent se remonter puis descendre descendre l'autre pour mieux se remonter. Fait que ça crée des échanges, des styles plus acrimonieux, plus d'opposition, moins de collaboration. Puis on célèbre toujours les initiatives non partisanes, comme quoi ça, c'est des sujets vraiment importants là, qu'il faut faire avancer les choses. Mais à mon sens, tous les sujets sont importants puis devraient mettre le bien public d'abord au-delà des intérêts partisans. Mais bref, comme je le disais, au municipal, on a la chance au Québec, parce que c'est pas comme ça ailleurs. Mettons, en France, les partis politiques sont aussi au municipal. Nous, on a des partis politiques, mais mettons, moi, j'ai un parti politique, mais c'est plus comme une équipe. Là, c'est pas genre super... on réplique pas, mettons, les grandes familles politiques là,
du palier québécois ou fédéral. Fait que c'est plus comme une coalition de gens qui ont, oui, ont des engagements communs dans notre plateforme, mais au final, c'est pas... c'est ça, c'est moins comme formel, puis ça permet d'avoir une plus grande liberté au municipal aussi, puis d'amener des façons différentes de faire de la politique. En tant que chef de mon propre parti politique, puis en tant que mairesse, moi, j'ai décidé, par exemple, de laisser de la place à l'opposition. Pour moi, je rends accessible tous nos documents en pleine transparence. J'ai nommé le chef de l'opposition sur tous les comités où il souhaitait être. C'est des pratiques qui n'ont pas cours là, à l'Assemblée nationale en ce moment entre les partis politiques. Mais moi, c'est à un plus petite échelle, mais c'est justement des fois plus facile de changer les choses puis de tester des nouvelles façons de faire de la politique. Après, quand j'étais à Québec, au sein d'un parti, parce que moi, j'ai été autant au sein d'un parti pendant 2 ans et demi qu'indépendante un autre 2 ans et demi, là, grosso modo. Puis, au sein du parti, c'est difficile de sortir parce que tu as beaucoup de pression de tes pairs. Puis surtout, bon, moi, je commençais, puis c'est sûr que c'est comme un réflexe naturel. Puis moi, j'en veux pas à personne parce que je l'ai fait, moi aussi. J'ai été très partisane dans certains cas parce qu'on m'incitait à le faire, puis t'es encouragé même. On t'applaudit, bravo, t'as été bonne. C'est comme ça qui est valorisé. Mais moi, je n'étais pas bien là-dedans. C'est quelque chose que j'aimais pas. J'aimais pas qu'on prenne autant d'énergie puis de temps à essayer de se positionner par rapport aux autres plutôt que de vraiment développer nos propres idées politiques puis de se les approprier aussi puis de les promouvoir positivement. Donc ça, je le déplorais. Puis quand je suis devenue députée indépendante, bien là, j'ai pu vraiment faire la politique à ma façon. Puis ça, c'était très intéressant. Puis ça montrait que ça fonctionnait parce qu'en plus, il y a beaucoup de gens, quand je suis devenue indépendante, qui m'ont dit que j'aurais pas d'attention, que personne ne s'intéresserait à mes idées parce que, justement, je n'étais pas dans cette dynamique d'opposition. Mais au contraire, finalement, j'ai fait valoir plein de points. J'ai fait avancer plusieurs dossiers. Mais après, comme je te dis, le système ne fait pas en sorte que tu puisses vraiment être élu comme indépendant au Québec ni au Canada. Mais clairement, en tout cas, sans dire que ça prend, qu'il ne faut plus de parti, parce que, tu vois, j'ai finalement créé un parti à Longueuil, mais je pense qu'on peut faire de la politique partisane, de façon collaborative, sans... C'est justement là, il faut vraiment faire primer l'intérêt public aux intérêts partisans. Ça me fait... c'est super intéressant. Puis j'ai comme eu un petit flash de ton entrevue avec Andréane Marquis dans ton podcast « Pas né pour un petit pain ». Oui, avec Urbania, exact. Qui était super pertinente. Puis à un certain moment, vous discutez que, justement, les femmes sont peut-être moins renseignées en politique parce qu'elles ne comprennent pas la politique. Puis là, tu vois, je t'écoute dans ton parcours et tout, puis je me dis, OK, mettons quelqu'un là, qui a zéro, comme qui part vraiment de zéro puis qui n'a pas de connaissances. Est-ce qu'il y a moyen de, comme, rapidement résumer un peu c'est quoi les structures politiques de municipales, provinciales, fédérales, ou comme c'est la différence entre se présenter comme indépendante ou pas? Oui, oui. Mais tu as tout à fait raison. Puis c'est pas que les femmes connaissent moins ça. C'est plus... souvent, les femmes, mettons, elles vont... généralement, comment qu'on est comme éduqué ou comment qu'on est élevé, si on connaît pas parfaitement quelque chose, on va se sentir comme imposteur aussi de le commenter ou de s'impliquer ou de participer. C'est un bon point. C'est plus ça qu'on remarque. Un gars, tu vas demander son avis, il va lever sa... Mais tu sais, c'est pas... C'est juste vraiment la façon dont on est éduqué puis qu'on est élevé. Là. C'est comme des stéréotypes de genre qui se reproduisent de façon sociale, mais heureusement, on va peut-être réussir à casser ça. Oui. Mais bon, si je résume, c'est sûr que le palier municipal, c'est dans sa ville. Puis dans le fond, quand on va voter au municipal, on vote pour un conseiller municipal, puis on vote aussi pour un maire ou une mairesse. Parfois, il y a des partis, des fois, il n'y en a pas. Ça dépend des villes, je dirais. Là, comme je l'ai dit, là, les partis, c'est pas comme les mêmes partis là, qu'aux autres niveaux de gouvernement. C'est souvent plus comme des équipes. Là. Moi, mon équipe, elle s'appelle Coalition Longueuil, équipe Catherine Fournier. C'est assez... C'est plus une façon de s'organiser, je vous dirais. Puis le municipal, bon, on s'occupe de plein d'affaires, là, mais disons, très rapidement, environnement, parc, loisirs, vie communautaire. De façon générale, on s'occupe de la gestion des eaux, de la sécurité publique, des routes dans notre ville, fait plus les rues, disons, locales, fait qu'il y a sécurité routière, mais dans nos quartiers. On s'occupe de la gestion des matières résiduelles.
On s'occupe c'est ça, la gestion de l'eau, l'eau potable, les eaux usées, ce qui est vraiment majeur dans nos budgets. Bref, je pourrais continuer longtemps. Là. On a plusieurs responsabilités. Les chevreuils à Michel Chartrand. Oui, c'est ça. Ben, je disais les parcs, c'est ça. Oui. La gestion des parcs, ça vient parfois avec de la faune. certains enjeux, le reboisement, on pourrait continuer longtemps. Dans le fond, à Québec, bon, ça, c'est l'Assemblée nationale. Fait que ça, dans le fond, ça marche par circonscription. Fait que le territoire québécois est divisé, au lieu d'être les 1107 villes, parce que oui, il y a 1107 villes au Québec, villes et villages. Okay. Il y en a des très petits, il y en a des plus grosses, comme Longueuil. Donc, 125 circonscriptions qui représentent tous environ le même nombre d'électeurs, autour de 50-55 000 personnes. Puis, chaque député, dans le fond, les gens, quand on va voter au Québec, on a juste un bulletin de vote. On vote pour notre député. Ouais. Mais les députés sont souvent associés à des partis politiques. Puis les partis politiques, bien, ils ont un premier ministre, ou ils ont en fait un chef. Puis, dans le fond, comment ça fonctionne, c'est que chaque circonscription vote, puis c'est la personne qui a le plus de votes qui gagne. Puis le parti qui a obtenu le plus de députés, c'est lui qui va être porté au pouvoir. Puis c'est le chef de ce parti-là qui devient le premier ministre. Puis le Québec, là, grosso modo, s'occupe de la santé, de l'éducation, mais aussi, il y a aussi la sécurité publique. Il y a beaucoup de compétences qui sont partagées entre les différents paliers de gouvernement. Mais sécurité publique, conditions féminines, éducation, je l'ai nommé, environnement. Santé. Oui, c'est ça. Ouais. Éducation et santé, c'est vraiment les plus gros. Là. Ouais, ça prend une très, très grosse part du budget. Mais il y a les transports, la justice, etc., habitation, on peut continuer. Mais après ça, il y a le niveau fédéral. Le fédéral, dans le fond, tout le Canada est divisé. Là, je ne me rappelle pas exactement. Je pense que c'est 338 circonscriptions. Il y en a environ 78 au Québec. Donc, les circonscriptions fédérales sont plus grosses que les circonscriptions québécoises. Mais c'est sur le même principe. Les élections, c'est vraiment le nombre de députés. Après ça, le parti qui a le plus de députés. Puis le chef de ce parti-là devient le premier ministre. Puis eux, ils vont s'occuper de, par exemple, la défense nationale. Fait que l'armée, ils vont s'occuper des banques. Ça, c'est de la responsabilité du fédéral. Fait que la politique monétaire, l'inflation, quand on entend parler de ça, la Banque du Canada, c'est fédéral. Après ça, ils s'occupent aussi de certains trucs dans le transport, certains trucs en habitation. Des fois, c'est ça qui est compliqué parce que, on entend qu'on n'a jamais de solution, mais c'est sûr que dans notre système, il y a beaucoup de responsables, puis des fois, vu que les compétences sont partagées entre les différents gouvernements, on ne sait jamais trop c'est qui est vraiment responsable de ça. Tout le monde est comme un peu impliqué. Oui, mais c'est tout le monde qui a les mêmes pouvoirs. Nous, dans le fond, les villes, on est comme selon... dans le fond, tout ce qui régit ça, là, les pouvoirs, là, c'est la Constitution du Canada. La Constitution du Canada dit que le fédéral est responsable de telle chose, les provinces sont responsables de telle chose, puis les villes dépendent des provinces. En fait, dans la Constitution, ça dit, qui est comme notre grand guide, là, ça dit les villes, c'est des créatures. Ça dit, c'est des créatures des provinces. C'est vraiment bizarre, mais c'est ça que ça dit. Puis, dans le fond, toutes les nouvelles responsabilités qui viendraient s'ajouter, ce serait automatiquement le gouvernement fédéral. Fait que, c'est comme Internet, c'est le gouvernement fédéral. Quand on parle, mettons, réglementer les réseaux sociaux, ce serait le fédéral. Puis après, tout ce qui est pour les provinces, c'est déjà indiqué dans la Constitution. Puis c'est pour ça que c'est très difficile. On voudrait, mettons, changer ça. En tout cas, il faudrait comme changer la Constitution du Canada. Ça a déjà été essayé, c'est très compliqué. C'est pas impossible, mais en tout cas, on ne rentrera pas là-dedans. Mais très compliqué. Mais c'est fait que c'est un petit tour d'horizon. Très bien vulgarisé. Je sais pas si ça explique, mais bon. Psycho 101, j'adore. Même pour moi. Je pense pour tout le monde. Là. Oui, pour final, là. Absolument. Quand on n'étudie pas là-dedans, des fois, c'est un peu difficile de... moi, je suis une fille pas mal plus de sciences, là, politique-wise. Je me donne un bon 1 sur 10, là. Fait que... Oui. Je pense que c'était j'avais un cours au cégep de... C'était des médias écrits. J'ai dit ça au cégep en médias écrits. Puis c'était justement comme on analysait l'actualité et tout. Puis c'est là que j'ai commencé à plus m'intéresser parce qu'il a fallu qu'on suive des élections. Puis j'étais comme, mais arrête, c'est genre la meilleure réalité de la télé-réalité comme, qui existe. C'est tellement intéressant. Mais c'est ça. Mais moi, j'aimerais ça, qu'à l'école, ça devrait, en fait... C'est ce que je m'en allais dire, en fait. On devrait donner les outils à tout le monde pour qu'ils soient, qu'ils puissent exercer à 100% leur citoyenneté. Puis, heureusement, c'est en cours. Il y a un projet pilote en ce moment dans les écoles secondaires. Je ne sais même pas, peut-être primaire, secondaire,
pour un cours de citoyenneté québécoise, donc qui explique un peu les fondements de la démocratie, justement les paliers de gouvernement, ça sert à quoi un maire, ça sert à quoi une députée. Oui, c'est tout nouveau programme là. CCQ qui rentre en septembre. C'est exactement ça. Là, moi, je suis en éducation en sexualité, ben voilà. que je suis dans l'autre partie du CCQ. Ben, OK, exactement. OK, ouais. oui, très cool. Citoyenneté culture québécoise, Ouais, ça, c'est CCQ. ça. OK, ben, exact. Donc ça va être vraiment bien, je pense. Comme ça fait longtemps que j'ai écrit un livre à ma première année comme députée en 2017 sur l'engagement des jeunes. Dans l'été de mes 25 ans, j'ai décidé d'écrire un livre. J'adore. Puis c'est ça, c'était sur l'engagement des jeunes. Ça s'appelle L'audace d'agir. Puis je parlais de ça, justement, l'importance du cours d'éducation à la citoyenneté. Puis après, j'ai fait le tour de 40 cégeps et universités. J'allais faire des conférences. Puis là, tu sais, je demandais... Tu sais, moi, j'avais 25, mettons 26 rendus là. Puis, tu sais, c'était les jeunes, 18, 19, 20 ans. Je leur disais, tu sais, mettons, est-ce que vous allez voter aux élections? Pourquoi vous n'y allez pas? Puis souvent, c'était ça. Je connais pas assez ça. On dirait que je sais pas. J'ai peur de faire le mauvais choix. Puis, tu sais, je trouvais ça très préoccupant que, tu sais, que la relève ne sente pas qu'elle ait les outils. Tu sais, il me semble que c'est à ça que ça sert, l'école, là, aussi. Oui. Absolument. En tout cas, je fonde beaucoup d'espoir dans ce nouveau cours-là, mais ça sera à suivre. Vraiment. Je le souhaite vraiment, non? Parlant de politique, mais également de femmes, qu'est-ce que tu crois qui sont les plus gros obstacles en tant que femme qui rentrent en politique? Tu sais, on parlait du moule rigide un peu tantôt. Tu vois-tu comme d'autres obstacles? Tu sais, toi, as-tu vécu des obstacles en tant que tel? T'as-tu vu... Bien, je dirais que oui, c'est sûr. Mais tu sais, ça peut quasiment être anecdotique dans le sens où, tu sais, oui, là, j'en ai eu des commentaires paternalistes ou... mais généralement, ça a été beaucoup plus positif que négatif. Oui, ça a été J'aime ça entendre ça. Non, mais c'est parce que... C'est rassurant de le savoir aussi. Oui, mais tu sais, je dis pas que c'est un fleuve tranquille puis qu'il n'y en a pas des petits écueils, là, clairement. On n'a pas... on a fait du progrès, mais on n'a pas tout gagné encore. Mais vraiment, là, les gens, premièrement, quand je me suis présentée pour la première fois, là, j'avais vraiment une crainte que, mettons, la population me prenne pas au sérieux. Là, j'allais cogner à leur porte, j'avais 22, 23 ans. Là, je sortais de l'université. Là, Je me disais, est-ce que vraiment les gens vont me faire confiance, vont voter pour moi? Puis, tu sais, au final, j'ai tellement été rapidement rassurée là, parce que les premières journées que j'ai fait de porte-à-porte, les gens, là, tu sais, je peux compter sur les doigts de mes mains là, le nombre de fois que les gens m'ont dit, genre, t'es trop jeune ou t'as pas ta place. Ou, c'était une minorité, là. Une infime minorité. L'immense même majorité avait une réaction ultra positive. Comme, wow! Tu sais, ça fait du bien. C'est rafraîchissant. Enfin, des nouveaux visages. On est rendu là. La relève. Tu sais, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'encouragement. Fait que ça m'a donné un bon boost de confiance en moi, je dirais. Mais après, quand j'ai été élue, là, j'ai comme, OK, là, c'est un autre niveau. Là. J'arrive, mettons, à l'Assemblée nationale. C'est quand même majorité, tu sais, une moyenne d'âge entre 55, c'est ça, autour de 55-58 ans. Moyenne, tu sais, je pense la femme la plus jeune après moi, elle avait comme 35 ans. Moi, j'avais 24. Puis, tu sais, elle était toute seule à peu près de 50 à 35. Tu sais, il y en a qui avaient peut-être 2-3 filles là, d'à peu près cet âge-là. Fait que, oui, non, c'est là, je me disais, OK, je m'en viens là-dedans. Tu sais, est-ce qu'ils vont me regarder de haut? Est-ce que, justement, j'aurais comme pas la crédibilité pour, tu sais, je sais pas, gagner le respect de mes collègues? Mais finalement, les gens ont été... Les collègues ont été de tous les partis. Là. Ça, c'est comme le moment que je trouve le plus beau dans mon parcours, même à l'Assemblée nationale. Il y a plein de députés qui sont venus me voir, me dire hey, si tu as besoin d'aide, si tu as besoin de conseils, n'hésite pas. J'ai vraiment senti une belle collégialité qui transcendait vraiment les lignes partisanes. Puis, tu vois, je sens que quand je m'exprimais, les gens m'écoutaient particulièrement. OK. Parce que je représentais quelque chose de différent. Puis, je pense que les gens étaient comme un phénomène curieux qui est cette jeune femme de 24 ans parmi nous. Mais, fait que, ouais, ça m'a permis, je pense, dans mon parcours, de me distinguer. Tu sais, on n'était pas beaucoup. Tant mieux si les premières, on a l'occasion d'un peu d'avoir des côtés positifs de ça, puis d'ouvrir la voie pour celles qui nous suivront. Mais tu sais, moi, je me sens surtout super reconnaissante des générations qui sont passées avant. Parce que si j'ai pu être élue comme députée à 24 ans, ben, c'est parce qu'il y a des femmes qui ont mené des combats puis qui ont fait progresser la cause féministe. Puis, il y a seulement 20 ans, je pense pas que ça se serait pu. Puis surtout, mettons aussi, genre, mairesse de la 5e plus grande ville du Québec à 29 ans. Non, je pense pas. Fait que, tout ça, on le doit beaucoup au travail des générations de nos mères, de nos grands-mères, de nos arrière-grands-mères. Puis,
C'est ça. Fait que oui, maintenant, je peux pas dire que j'ai eu des... Après, chaque vécu est différent, là, mais pour ma part, non, plus de positif que de négatif. Je prends un petit moment de cet épisode pour vous parler de mon entreprise qui est Oli Éducation. Oli, c'est une plateforme d'éducation à la sexualité où on accompagne les parents qui ont des enfants entre 0 et 12 ans pour parler de sexualité plus facilement à la maison. On y retrouve du contenu éducatif véhiculé par des professionnels de la santé, de l'accompagnement par une messagerie privée ou encore en téléconsultation spécialisée pour l'enfance. Alors, si ça vous tente de prendre en main l'éducation à la sexualité de votre enfant, venez faire un tour sur Oli et je vous offre un petit code promo de 10 % de rabais avec le code BALADO10. Et sur ce, de retour à l'épisode. Ben, tant mieux. Puis le truc aussi que quand je parle de toi, parce que je parle de toi quand même souvent, mais, je trouve ça, puis tu t'en fais souvent parler, je le sais, mais tu sais, ta position sur les médias sociaux aussi, que tu partages, tu es très accessible comme personne, j'ai l'impression. Genre, moi, de savoir l'agenda jour après jour de la mairesse de Longueuil dans ses stories Instagram, je trouve ça tellement... C'est le fun pour, mettons, ma génération qui suit un peu plus les choses sur les médias sociaux. Tu sais, je le fais même pas... Tu sais, je le fais naturellement parce que, on est... Je sais pas de quel âge, mais on n'est pas si loin que 28, ça. C'est ça, exact. 32. Fait que, tu sais, moi, j'aime ça, les réseaux sociaux. Je les ai toujours utilisés. Puis, tu sais, j'évolue au fil de ça aussi. Puis, même, tu sais, peut-être que quand j'étais plus jeune, j'étais plus... quand j'ai commencé, mettons, en politique, j'étais peut-être plus un peu sur mes gardes, tu sais, dans le sens... tu sais, je veux plus comme être petite fille parfaite, là, si on veut, là, dans le sens où j'étais peut-être plus stressée par rapport à ça, parce que, tu sais, là, j'avais une équipe et tout, tu sais... mais là, en plus, depuis que je suis mairesse, je suis comme, bon, dans le fond, tu sais, la population, après, c'est eux mes patrons, là, tu sais, c'est eux qui veulent pour moi, puis on verra, mais je trouve ça, tu sais, moi, je trouve ça important aussi de montrer que je suis pas juste la mairesse de Longueuil, puis je pense que les gens trouvent ça sain aussi, dans le sens, comme tantôt, je me suis présentée, là, tu sais, C'est une personne je suis à part avant entière. tout une jeune femme de 32 ans. Mon travail, c'est d'être mairesse de Longueuil, mais c'est une partie de ma vie. Ça m'occupe beaucoup. La très large majorité, puis c'est comme un travail dont tu peux pas te défaire. Dans ce sens, moi, je suis mairesse 24/7, 365 jours par année, puis c'est correct. Mais tu sais, je fais pas ça 24/7, 365 jours par année, par contre. Tu sais, beaucoup. Oui, c'est ça. Ça m'arrive aussi d'aller tu sais, sortir avec mes amis, puis peut-être que ça fait peut-être une couple d'années que je prends plus ce temps-là. Comme j'ai dit, j'ai toujours beaucoup investi dans mes relations parce que je trouve ça fondamental. Mais j'avoue que, tu sais, en tout cas, on dirait que quand je regarde avec du recul, tu sais, ma vingtaine, je regrette rien. Mais la réalité, c'est quand même, je me suis présentée pour la première fois, j'avais 22 ans. J'ai passé mon été à ce moment-là à faire ma campagne électorale, qui, en fait, j'étais 1 an d'avance. Fait que mes 22 puis mes 23 ans, j'étais en campagne électorale. Après ça, j'ai perdu cette campagne-là. J'étais allée travailler en politique. Et finalement, 6 mois plus tard, j'ai décidé j'ai comme eu l'occasion de me représenter à une investiture. Une investiture, ça, c'est comme une campagne électorale pour devenir le candidat de ton parti. Fait qu'il faut que tu vendes des cartes de membres, il faut que tu convainques les membres de voter pour toi. Fait que j'ai fait ça l'été de mes 24 ans. Après ça, donc, j'ai gagné l'investiture, je me suis présentée, c'était une élection partielle, fait que j'ai quasiment encore 1 an de campagne électorale. J'ai été élue décembre 2016. En 2017, je l'ai dit à mes 25 ans, durant l'été, j'ai écrit mon livre. Fait que j'ai comme passé mon été là. À 26 ans, c'était déjà les autres élections, parce qu'en tout cas, moi, j'ai été élue dans une partielle, fait que là, c'était la campagne électorale nationale. Fait que 2018, écoute, 2019, c'était comme un été relatif... Ben, j'ai écrit un livre encore, là, mais en tout cas... c'est ça, une campagne, relativement tranquille. Oui, c'est ça. Après ça, 2020, c'était la COVID. Fait que ça, ben, c'était plus tranquille. Mais tu sais, ça me touche. J'ai quand même beaucoup plus dormi que d'habitude. T'as dormi? Oui, honnêtement. L'été 2020, j'ai travaillé, mais j'ai dormi. Puis après 2021, je me suis présentée à la mairie. Fait que, tu sais, dans le sens que... c'est fou, là. Ça passe vite quand même, le temps. Puis je me rends compte que tous mes étés, quasiment dans ma vingtaine, justement, soit en campagne, soit en rédaction. Donc, ouais, on dirait que ça fait comme depuis la fin de la COVID. Fait que, tu sais, 2022, 2023, que genre, je profite plus de temps un peu plus libre. Là. Mais en fait, mes temps libres, je les occupe pas à genre une campagne ou à un livre. Donc, c'est ça. Voilà. Temps de fraîcheur. C'est peut-être ça. C'est peut-être pour ça, tu sais, là, je suis comme, je vais dans plein de festivals, mais je suis jamais allée dans un festival genre avant 2022. J'ai l'air bien la fille qui fait tout le tour, mais je suis comme, genre, je rattrape le temps perdu. Oui, c'est ça, là. T'étais occupée, là, à 23 ans. Je suis encore occupée, mais c'est juste... Puis je change un petit peu, des fois, d'occupation. D'occupation dans les temps libres. Oui, c'est très sain. Ouais. C'est un bel équilibre de vie. Tout à fait. Peut-être sujet un petit peu plus
un petit peu plus sérieux, on a visionné Témoin CF, qui était, ma foi, un magnifique projet. Oui, bravo en tout cas Très aux gens qui ont travaillé aussi là, sur le film. Je pense que c'est bien rendu. Là. C'est sûr que c'est spécial pour moi parce que c'est comme mon histoire très personnelle. Mais en même temps, de le voir comme ça sous le format documentaire, je pense que l'équipe qui m'a suivie a bien rendu comme ce que je voulais exprimer aussi comme message. Pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas, c'est quoi? Est-ce que tu veux nous mettre un peu en contexte sur ce projet? Oui, dans le fond, Témoin CF, c'est un documentaire sur dans mon parcours, je veux dire. Là. J'espère qu'on en retienne un message plus général, mais c'est sûr que ça suit mon histoire, en fait, à travers le processus judiciaire, étant donné que j'ai été victime d'agressions sexuelles dans le cadre de mes fonctions, d'ailleurs, là, lorsque j'étais députée à l'automne 2017. Donc, j'ai porté plainte contre la personne qui m'a agressée en 2020. Puis, à partir de là, bien évidemment, se sont déroulées plusieurs procédures et l'équipe m'a suivie à partir de 2021 jusqu'à la conclusion du procès. En fait, le procès a eu lieu à l'automne 2022, puis la sentence et tout ça là, au début de l'année 2023. Donc, c'est un peu ce qu'on relate. Puis moi, mon objectif à travers tout ça, c'était vraiment d'outiller les personnes victimes, non seulement dans qu'est-ce qui les attend dans le processus judiciaire, mais aussi d'un peu, de montrer que c'est des choses qui peuvent arriver à n'importe qui, de déstigmatiser ça, carrément, là, les agressions sexuelles, puis expliquer. Puis je me dis, quand moi, j'ai la chance de pouvoir m'exprimer, d'avoir une tribune, oui, mais d'avoir, de pouvoir mettre des mots sur des situations. Puis je sais que c'est pas donné à tout le monde. Fait en utilisant cette force-là que j'ai, puis en mettant des mots, puis en expliquant qu'est-ce qui peut se passer dans notre tête, comment on peut se sentir, ben j'ose croire que ça peut donner une voix aussi à d'autres personnes qui n'ont pas cette possibilité-là. Puis ce documentaire-là, de ce que j'ai cru comprendre, tu me diras si jamais je me trompe, là, ça l'a suivi, en fait, comment dire, au départ, quand tu avais fait ta plainte, c'était de façon anonyme. Quand que cet anonymat-là a été brisé là, sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est à partir de là que tu as dit, ben tant qu'à pas être anonyme, je vais faire un documentaire? Est-ce que, tu sais, où est arrivée l'idée du documentaire, justement? Là? C'est ça, parce que moi, quand j'ai porté plainte, en fait, c'est ça qui m'a convaincue là, de porter plainte, c'était le fait de pouvoir être protégée dans mon identité, parce qu'en tout cas, à ce moment-là, j'avais beaucoup de craintes, je voulais pas que ça me définisse, je voulais pas comme porter l'étiquette d'être la victime de telle personne. Je voulais pas non plus, c'est ça que... J'avais vraiment pas envie là, de vivre ça, genre, publiquement. C'était comme pour être bien avec moi-même, parce que je me disais, tu sais, je me suis toujours beaucoup impliquée, tu sais, pour le droit des femmes, puis on dirait que je me questionnais, puis après, tous les parcours sont super valides, là, mais je voulais sentir comme plus en phase avec mes valeurs, puis convictions plus cohérentes en allant porter plainte, mais je voulais vraiment pas faire ça devant les caméras, puis que ça soit médiatisé. Puis, tu sais, j'étais même pas prête à en parler à ma famille, en fait. Fait que pour tout, c'était la raison fondamentale, là, même. Je voulais pas faire de la peine à mes parents, tu sais. Puis, fait que c'est ça, c'est là que j'ai décidé de porter plainte. Puis, effectivement, malheureusement, pour des raisons que je connaîtrais sans doute jamais, malheureusement, il y a eu des fuites. Ça a été médiatisé. Même, en fait, au-delà des réseaux sociaux, il y a des journalistes qui ont révélé... des journalistes qui ont comme donné trop de détails, qui ont fait en sorte qu'il y a des gens qui l'ont comme... 1+1, là? Oui, 1+1. Puis même, il y a des chroniqueurs, parce que c'est pas des journalistes, mais il y a des... En fait, il y a un chroniqueur qui a dit mon nom en direct à la télé. Oh, ça, je savais pas. Oui, c'est ça. Exact. Non, ça ne me dit pas parce que, tu sais, ça... En tout cas, trop visible. Mais moi, dans le fond, quand le documentaire est sorti, j'ai envoyé une mise en demeure à cette personne-là. J'attendais là, depuis 3 ans pour le faire. Puis finalement, on a eu un règlement à l'amiable, puis la personne a donné, le chroniqueur en question a donné une somme de 10 000 $ au regroupement des CALAX, avec des centres de lutte contre les agressions sexuelles. Fait, bon, c'est au moins ça. Oui. Il en ressort un certain positif. Oui, c'est ça. Mais c'était vraiment comme quelque chose que je voulais faire parce que c'est illégal là, de briser une ordonnance de non-publication. En tout cas, donc, ça s'est passé comme ça. Fait que c'est comme vraiment parti en vrille. Finalement, ma grand-mère l'a comme appris à la télé, justement, parce que ses amis qui l'ont entendu.
C'était vraiment épouvantable comment ça s'est J'en passé. doute C'est pas. exactement le contraire de ce que je souhaitais. Puis, tu sais, on m'avait tellement garanti. Moi, chaque fois que je parlais aux policiers ou que je parlais comme au procureur, c'était comme oui, on a tout arrangé. Puis en plus, on a été chercher l'ordonnance de la cour avant pour être en mesure que l'ordonnance soit comme en place dès l'arrestation. En tout cas, une grosse affaire finalement. Tu sais, ça. Ah non, mais tu disais... Pauvres t'étais- personnes aussi, tu sais, qui m'ont accompagné, ils ont tellement fait de démarches, c'est pour pas que ça se essayé. passe comme ça. Puis, tu sais, je sais que c'est en O2 là, qu'il y a eu des problèmes. là, fait que Ouais, ils ont parce tout qu'il fait, là, il les disait, personnes qui m'ont genre, accompagné. on peut pas dire la ville, on peut pas dire genre quelle date, on peut pas dire. Puis là, finalement tout le monde a dit une info, puis c'était comme... Ben, même écoute, plus que ça, là, c'est genre Ouais. Oui, c'est une ça. députée de l'Assemblée nationale en telle année, dans telle ville, puis tu sais, en tout cas. Il manquait juste ton nom à la fin, là. Honnêtement, C'était ça pas fait Qui a mal. été dit finalement. Mon nom, Fait que, il y a plus, vraiment il y a plus ouais. de Catherine Fournier au Québec que de personnes qui pouvaient correspondre à la description. Oui, ouais, c'est vrai. mon Dieu, dans c'est le fou. sens que... Tu sais, s'il avait dit ton nom, ça aurait été quasiment, entre guillemets, moins Mon pire nom, que de aucun donner autre tous les autres détail. détails. Ah, Seigneur. ça. Mais à la Mais, suite du documentaire, puis quand il a été C'est ça, parce que c'est pour ça, dans le fond, j'ai fait le documentaire, Ok, oui, juste Oui, pour répondre à ta vas-y. question. Tu sais, du moment que tout... Là, après, c'était un gros tourbillon. Là, sur le coup, j'aurais pas été ouverte à entendre parler de ça, mais après quelques semaines, puis quand ça s'est passé, que mon identité a été révélée, je me suis appelée par tous les médias du Québec. Là. Tout le monde voulait que je fasse des entrevues, que je parle. Oh mon Je suis comme, Dieu. non, tu sais, c'est ça, non, c'est ça, c'est Oh pas mon Dieu, but, c'est fou, pas en là. tout, tu sais. Non seulement tu gères le fait que c'est plus Ouais. anonyme, puis en plus, tout le monde te bombarde, Ouais. veux-tu en parler ouvertement? Oui, tu sais? c'est ça. Tous les journalistes essayaient de me mon convaincre, Dieu, genre, Seigneur. refait une entrevue exclusive avec moi. Ou, tu sais, ça faisait vraiment, mais pas tous, là, mais tu sais, justement, je respecte beaucoup ceux. Ben, tu sais, après, je sais qu'il y en a qui ont eu de la pression de leur patron, là. Je veux dire, j'en veux pas aux gens personnellement. Mais je veux dire que ça faisait très, genre, oiseau autour de moi, là, tu sais, comme, qui essayaient, là, Vautour. tu sais, ouais. On peut utiliser ce mot-là. Oiseau, je suis comme Les oiseaux. l'autre, là. Le gros méchant, là. Le gros pas fin, là. Mais c'est ça. Fait que finalement, tu sais, j'ai tout refusé. Mais plusieurs semaines plus tard, il y a un journaliste qui m'approchait avec une approche quand même vraiment différente, très respectueux. Puis justement, ça avait un peu, tu sais, la poussière avait un petit peu tombé. Puis j'avais eu le temps de réfléchir. Puis lui, il m'a vraiment dit qu'il voulait faire un documentaire, mais comme pour faire œuvre utile. Puis pas juste comme une déclaration sensationnaliste. Là. Puis que, non, ça m'a donné confiance. Puis je l'ai suivi, lui. Dans le fond, j'ai fait confiance à une personne qui s'est avérée un journaliste, puis qui s'est avéré celui qui a porté le projet qu'on a finalement réalisé. Wow. Mais ouais, au final, ça finit par une belle histoire d'un beau documentaire qui, je crois, qui va avoir une grande influence positive sur plusieurs personnes, plusieurs victimes, là, je l'espère. Là. T'as-tu eu vent un peu de l'impact de ce documentaire-là? Oui, mais déjà, ce que j'ai trouvé vraiment encourageant, dans ma prise de parole quand le documentaire est sorti aussi, c'est qu'il y a vraiment eu, il y a eu une hausse importante des appels au centre d'aide aux victimes d'actes criminels, donc les CAVAC. Donc, c'est souvent, ben, ça veut dire que les gens se sont sentis comme plus libérés d'en parler, d'aller chercher de l'aide. C'est une bonne nouvelle, de un. Puis de deux, oui, c'est ça. J'ai reçu quand même beaucoup de témoignages super touchants, tu sais, parce que ben, tu sais, je le faisais en me disant, ben, tu sais, si ça peut juste servir à une personne, ce sera ça de gagner. Puis tu sais, je sens que ça semble avoir aidé plusieurs personnes. Puis il y a beaucoup même d'hommes, tu sais, qui m'ont arrêté, même, tu sais, dans la rue, dans les endroits que je fréquente, des hommes plus âgés, puis, tu sais, qui m'ont dit, soit pour eux-mêmes ou pour leurs femmes, tu sais, des gens qui ont pas eu la possibilité, tu sais, de s'exprimer ou de porter plainte ou de faire, d'avoir gain de cause. Ouais. Parce qu'après, bon, c'est, tu sais, genre, je pense que c'est sûr qu'il y a eu beaucoup d'histoires dans le système judiciaire ces dernières années aussi que les gens ont été peut-être un peu découragés. Avec raison. Ouais. Avec raison. Bon, moi, ça s'est avéré finalement positif dans le sens où mon agresseur a été reconnu coupable, il y a eu une sentence. Bon, certains... Moi, c'était pas la sentence qui m'intéressait, là, c'était vraiment le verdict. Mais, Ce qui m'avait frappé un peu dans le documentaire, puis au final, c'était positif pour toi, là, mais je pensais à d'autres victimes qui avaient peut-être pas la même histoire que toi. Tu sais, on entend, je me souviens plus c'est quoi son nom, là, un journaliste dans le documentaire qui dit ce qui a avantagé Catherine, c'est entre autres qu'à chaque fois que tu donnais ton témoignage, tu sais, à la police, après à la cour, etc., c'est que tu n'avais jamais d'incohérence. Puis je crois que tu es quand même, ben là, on le voit, là, tu es quand même quelqu'un qui s'exprime bien, puis qui a de la facilité avec ses mots, mais je me dis, c'est un événement hyper traumatisant. Je serais la première à avoir des flashbacks que je me souvenais pas ou, tu sais, quand tu racontes une histoire tellement de fois, ça vient un peu comme un récit, fait que Sur peut-être des oublier années des aussi, points. là. C'est ça, sur plusieurs années. Puis je me disais juste,
ben tant mieux pour Catherine, mais mon doux que certaines victimes, c'est que après ça, tu t'en vas en cours puis tu dois te faire bâcher si ton histoire est pas tout le temps 100% cohérente. Fait que je comprends qu'il y a tellement de victimes qui veulent pas se rendre là. Même là. n'importe quoi. Là. Moi, tu sais, dans le fond, comment ça marche quand tu fais ta déclaration, après, c'est reproduit. Fait que c'est un sténographe qui copie exactement ce que tu as dit. Mais comme mot pour mot, dans les petites expressions, tu sais, tous les petits Ouais. tous les trucs. Puis c'est comme tout reproduit, puis c'est genre des lignes, là, puis c'est chiffré. Puis, mettons, après, je pense que chaque process déroule différemment, mais, tu sais, mettons, contre-interrogatoire, c'est l'avocat de la défense qui te pose des questions. Puis, comme, bon, à la ligne 312, vous avez dit, ou tu sais, il te pose une question, mettons, est-ce que vraiment, des fois, c'était vraiment des trucs banals, là. Genre, vous avez mangé quoi au restaurant, mettons, exemple. Ah, ben, je pense ça. Ben, oui, j'ai mangé ça. Ben, vous pensez ou c'est ça? Mais comme là, à la ligne 312, vous avez dit que c'était ça. Tu sais, dans le fond, des petites Ça affaires. te joue dans ta tête, là. Oui, mais c'est pour déstabiliser. Ouais. C'est des techniques vraiment pour ça. Mhm. Puis, ben, t'as raison. Moi, je suis la première à dire, je suis ultra privilégiée. Tantôt, je l'ai dit, c'est pour ça aussi que j'ai fait le documentaire, dans le sens que, tu sais, j'ai des mots pour exprimer aussi des façons dont je me suis sentie. Puis c'est sûr que ça a été avantageux aussi au procès, parce que moi, j'avais aussi un procès devant un jury. Fait que, tu sais, c'était des personnes. Fait que moi, c'était 14 personnes. C'était pas un juge. C'était pas des gens qui ont de la formation là-dedans. C'était vous et moi, là, dans le sens. Puis c'est sûr que d'avoir la capacité de m'exprimer puis d'expliquer comment je me suis sentie, tu sais, pas de mettre des mots sur mes émotions, ça aide que les autres comprennent. Que les autres le Puissent ressentent. être empathique puis se mettre à ta place puis comprendre un peu le processus mental ou quoi que ce soit. Mais c'est une chance inouïe d'avoir cette possibilité-là de s'exprimer de cette façon-là. Puis c'est triste. Moi, les policiers, les procureurs, mais pas les procureurs, mais les policiers me l'ont dit, tu sais, souvent, même si on croit à la personne victime, vu que la personne n'est pas capable de aussi bien s'exprimer, on pense qu'on ne gagnera jamais un procès. Ouais. Puis c'est C'est moi, je triste, trouve ça là. cruel. Là, ça me crève le cœur. Puis oui, Ouais. dans le fond, si la sentence a été celle qui a été dans mon cas, je pense que c'est parce que je suis capable de m'exprimer puis de répondre à des questions. Dans le fond, moi, tu sais, je réponds souvent à des questions. C'est un peu mon travail. Même de journaliste, des fois, pas facile. Mais tu sais, un avocat de la défense, bon, une fois, ça peut ressembler à un journaliste qui veut vraiment Qui est pushy, savoir. là. Non, mais c'est pire, là, mais c'est une blague. Mais dans le sens, tu sais, c'est des situations de stress dans lesquelles, tu sais, je suis peut-être habituée des fois de naviguer, pas de la même ampleur. Tu sais, professionnellement puis personnellement, c'est pas du tout la même chose. Mais j'ai un petit bagage qui me préparait à ça quand même, d'une certaine façon, plus le fait d'être capable de s'exprimer. Fait qu'on part vraiment sur des pieds complètement inégaux devant la justice. Juste, mettons, moi, ça me fait capoter. Puis en même temps, je comprends parce qu'il faut que ce soit hors de tout doute, mais d'avoir des preuves pour des violences sexuelles, t'es comme... C'est tellement difficile à avoir, là. C'est Ouais, c'est Mais il y dur a à ça, monter dans le un fond, c'est dossier. la face. Fait que quelqu'un, mettons, qui a moins d'éducation ou qui n'a pas la capacité de bien s'exprimer ou qui... Ne serait-ce que d'avoir de la difficulté à faire une synthèse d'une histoire ou de... Tout ça, c'est des choses qui vont me désavantager. Ouais. Fait que, tu sais, c'est pas vrai qu'on est égaux là, devant la justice. Évidemment que je suis privilégiée, puis ça apporte tous les billets aussi, là, tu sais, les personnes, tu sais, qui font partie de minorités, tu sais, qui subissent effectivement là, des stéréotypes, des préjugés qui sont plus forts, qui vont encore plus désavantager vis-à-vis de la justice. Puis après, ouais, non, c'est ça, t'as tout à fait raison. On vient juste de lire, il y avait une lettre ouverte ce matin, qui a été dans la publiée presse. ce matin à propos des jeunes femmes en politique puis des violences sexuelles qui sont présentes. Je pense qu'ils sont aussi qu'on peut aussi reconnaître dans n'importe quel milieu majoritairement masculin où est-ce qu'il y a des rapports d'autorité et de pouvoir. Je pense que les rapports de pouvoir, en général. Ouais. C'est ça. Est-ce que pour toi, il y avait... T'as-tu vu un impact ou est-ce que tu souhaitais un impact dans le milieu politique? De dénoncer une figure qui est reconnue du public et dans son milieu de travail? Oui. J'aurais aimé, mais c'est sûr, oui, j'aurais aimé, mais je pense que malheureusement, tu sais, qu'il n'y a pas tant de remise en question que ça. Tu sais, c'est un peu genre d'omerta en politique. Puis c'est un peu difficile parce que quand tu t'impliques, mettons... Moi, j'ai porté plainte contre la personne qui m'a agressée quand j'étais plus dans le même parti que lui, disant que j'étais devenue indépendante. Puis
quand tu es comme dans le même parti ou quand tu es militant aussi, quand tu es plus jeune, tu sais, tu veux... Moi, ça m'est arrivé, je venais juste d'être élue. Tu sais, je voulais pas déranger. Tu sais, je voulais pas que ça me nuise. Je voulais pas que les gens, même si, mettons, ils ont comme pas le choix politiquement de te prendre au sérieux, parce que sinon, c'est eux qui pourraient être dans le trou. Mettons, tu sais, moi, je suis sûre que tout le monde m'aurait... Je sais pas si les gens m'auraient cru, mais en tout cas, ils auraient fait semblant de me croire pour bien paraître. Parce que si jamais ça sortait qu'ils m'avaient pas, qu'ils n'avaient pas donné suite, mettons, à ma plainte, ben là, ça aurait pu aller mal pour eux. Mais après, peut-être que ça aurait été sincère aussi. Je veux rien présumer, là. Mais toujours est-il que ça aurait quand même nui à ma formation politique, ma dénonciation. Puis c'est sûr là, que ça n'a pas super aidé dans ce temps-là, quand c'est sorti publiquement. Ça n'a pas aidé le parti politique qui était associé à la personne. Puis c'est un peu tout ça. Quand tu es à l'intérieur d'un parti, tu es comme... Tu t'impliques, tu veux que ça aille bien, tu veux pas que... Il y a quoi que tu ce veux soit pas qui nuire, effectivement. Mm-hmm. Parce que soit que ton implication en dépend, soit qu'après, même pour ceux qui sont élus, ben, c'est ton élection qui en dépend. C'est les valeurs qui sont véhiculées. C'est comme ton projet politique, ou c'est comme plus grand que toi. T'es comme, est-ce que... Puis là, les personnes représentent un peu ta cause. C'est vraiment un drôle de milieu. Puis non seulement... Fait qu'il y a ça qui crée une espèce d'omerta, mais aussi, c'est ça, il y a beaucoup de proximité, des relations de pouvoir. Si tu veux, par exemple, avoir... t'as potentiellement, certaines personnes pourraient avoir peur de ne plus avoir leur place au sein du parti. C'est pas évident, là. C'est comme... dès qu'il y a des rapports de pouvoir, ça crée un peu ça. Mais je pense que la politique, pour l'aspect que je viens d'expliquer, un peu plus comme cause, ça rajoute une complexité. Mais je trouve que, tu sais, pour prendre ta situation puis la rendre un peu plus générale, je pense que ça démontre juste que, comment dire, peut-être pour les gens qui n'ont jamais subi d'agression sexuelle puis des fois qui ont peut-être de la difficulté à comprendre pourquoi une personne victime veut pas porter plainte, c'est pas juste le fait de porter plainte puis que les autres le savent, là. Des fois, ça a un impact sur tellement de sphères dans ta vie, comme toi, c'est dans ta vie politique, etc., mais d'autres personnes dans d'autres milieux, ça peut avoir un impact X, Y, Z, que ce soit carrière, scolaire, etc. C'est pas simple, là, puis là, on le voit avec le nombre d'années que ça a pris. C'est pas, je pense, 6 mois, on s'en parle plus, c'est fini, là. C'est long, puis c'est toujours rebaigner là-dedans. J'ai pas eu ce parcours-là, là, comme tu as eu, fait que je veux pas mettre des mots sur ton vécu, mais c'est comme si tu n'es jamais capable de passer à l'autre étape. Oui. Mais c'est drôle parce que avant que je porte plainte, j'avais quand même réussi à comme mettre ça dans un petit case dans ma tête puis comme pas trop y penser, somme toute. Mais quand j'étais dans les procédures judiciaires, qui ont quand même duré entre ma plainte en juillet 2020 puis, mettons, la sentence en janvier 2023, c'est très... Ça revient toujours parce que t'as comme des convocations à la cour, c'est comme à chaque 2 mois parce que c'est tout le temps reporté. Là, fait que t'as tout le temps l'impression qu'il va se passer quelque chose, finalement, il se passe rien. Puis ça dure 30 secondes, puis t'as stressé pour rien, en tout cas. Puis après, le procès, moi, j'ai jamais autant pensé là, à l'agression que j'ai vécue que pendant le procès. Parce que t'es tout le temps là-dedans, là, puis toujours que tu y penses comme tu dis, être tout à fait cohérente, puis tout... Puis il faut que tu sois super focus. Puis, tu sais, même, j'ai fait beaucoup de cauchemars dans cette période-là. C'est sûr. Là, mais j'en avais jamais fait. Donc, tu sais, parce que j'étais capable de faire la coupure dans ma tête. Mais quand t'es dedans, là, parce que tu peux pas t'en échapper, là, t'es confronté à ce que t'as vécu. C'est ça, là. Oui, exact. Mais bravo, en tout cas, d'avoir persévéré. Dur, mais regarde, tu vois, c'est sûr que là, dans la dernière année, nécessairement, avec le documentaire puis tout, j'ai été un petit peu plus là-dedans. Mais c'est comme ça va être ma façon de, tu sais... Puis déjà, là, j'ai fait beaucoup de progrès depuis 1 an. Puis pour moi, c'est comme beaucoup plus derrière moi. C'est comme si c'était une nouvelle étape. Puis un jour, ça va juste... Tu sais, c'est ça. C'est comme la fin d'un chapitre. En tout cas, je pense que ça va avoir eu beaucoup d'impact. Plus que même on peut l'imaginer. C'est sûr et certain. C'est ce genre de projet-là qui fait avancer les choses, définitivement. J'espère. J'ai quand même espoir que ça allait eu ça. Peut-être, c'est pas... En tout cas, ce que j'ai essayé d'expliquer, toutes les nuances, de gris, des fois, dans des histoires. Puis je pense que j'ai réussi à faire, en tout cas pour une certaine portion des gens, quand même cheminer. Puis j'ose croire comme un peu évoluer la pensée sur cette question-là. Absolument. Définitivement.
définitivement. Là, nous savons qu'on ne peut pas te garder jusqu'à minuit ce soir, malheureusement, même si on voudrait parler pendant des heures et des heures de temps. Absolument. Mais on est déjà honorés de t'avoir parmi nous aujourd'hui. On Très termine... contente. merci. On termine tout le temps nos épisodes avec une question, la question L, qui est une question un peu plus réflexive, un peu plus sum-up de notre épisode. Fait que je te la pose. Qu'est-ce que tu souhaites qu'il soit changé ou voire amélioré dans les prochaines années, on va dire les 10 prochaines années, dans la prise en charge judiciaire lors de plaintes d'agression sexuelle? Bien, dans la prise en charge, pour vrai, moi, j'ai une expérience super positive. Encore là, moi, j'ai été chanceuse, mais tu sais, je pense vraiment que les choses progressent. Là, puis, tu sais, maintenant, il y a de la formation pour les policiers. Après, bon, il y en a qui ont encore des mauvaises expériences de nos jours, mais je pense que ça a tendance à s'améliorer. Puis, moi, en tout cas, rien à dire. Au contraire, je vais toujours garder profondément dans mon cœur les personnes qui m'ont suivi, autant les policiers que les membres du DPCP, le directeur des poursuites criminelles et pénales. Après, tu sais, on l'a dit beaucoup dans la discussion, il y a quand même des inégalités devant la justice. Il y a plein de moi, j'ai encore une amertume avec comment ça s'est passé du côté politique ou même comment ça a été reçu à l'Assemblée nationale. J'aurais espéré que ça aille plus, disons, une espèce de réflexion sur soi-même en tant que milieu politique. Là, mais ça, il y a encore du chemin, beaucoup à faire. Fait que ça, ouais, tu sais, tantôt, on parlait de la lettre ouverte qui a été publiée. Je pense que si le milieu politique pourrait se remettre en question sur certains aspects, ce serait quand même une bonne évolution. Mais sinon, sur le système judiciaire lui-même, il y a plein de choses. Il y a la question des jurys aussi pour un traitement d'une agression sexuelle. Moi, en tout cas, je suis très critique de ça, là, parce que quand on parlait d'inégalité devant la justice, bien, je pense que la notion d'avoir à faire face à un jury, c'est quand même différent. Mais encore ça, c'est un droit protégé là, dans la charte des droits et libertés. Fait que, on n'est pas demain la veille qu'on va changer ça. Mais moi, c'est quelque chose que je mets au jeu, puis je trouve pas qu'il est vraiment discuté aussi de façon générale. Puis sinon, d'accroître encore une fois la formation. Maintenant, il y a des tribunaux spécialisés qui vont être mis en place. Ça va juste être dans les cas des procès devant un juge. Ce ne sera pas les procès comme moi j'ai vécu devant jury, mais quand même, ça montre que la société est quand même mobilisée autour de cet enjeu-là. Puis on a fait quand même beaucoup de chemin depuis les premiers mouvements, agression non dénoncée en 2014, MeToo 2017. Il y a encore eu des vagues. Moi, quand j'ai porté plainte en 2020, c'était comme un hasard, mais il y avait comme une vague aussi de dénonciation à ce moment-là. Donc, j'ose croire que tous ces petits bouts de chemin-là, ça finit par faire un grand chemin de société. Oui, j'adore. Dernière petite question, mais non la moindre. Est-ce qu'il y aurait une femme que tu connais ou que tu connais pas, que tu trouves inspirante, qu'on devrait inviter au balado? Ah ben là, je vais prêcher, je vais te dire, ma meilleure amie, Valérie Beaudoin. Valérie Beaudoin, elle est journaliste en politique américaine. Fait que ça aussi, c'est comme un visage... en tout cas, c'était beaucoup il y a beaucoup de chroniqueurs masculins dans ce domaine-là aussi. Puis elle a vraiment fait sa place ces dernières années. Puis c'est ça, femme, journaliste, maman, tu sais, elle réussit aussi puis à avoir une vie équilibrée, personnelle. Comme ça. Parce que moi, je la trouve très inspirante aussi. J'adore. On a tellement plein de... nous mettre en contact. De bonnes avec plaisir. Avec plaisir. Oui, et on va avoir 16 saisons là, si on continue. Ben oui, mais bravo, puis bon succès pour la suite. C'était vraiment une super belle discussion. Merci à toi pour ta générosité. Merci d'avoir été avec nous. Où est-ce qu'on peut te suivre dans médias sociaux? Médias sociaux. Projet le projet, j'ai pas de livre là, en cours. Pas de livre en cours, c'est bon. Ça, c'est l'été, pas de livre. J'ai un autre été dont je vais davantage profiter. Quoique j'ai beaucoup de projets professionnels, évidemment, en tant que mairesse. Mais donc, me suivre à travers mes différentes occupations sur les réseaux sociaux, là, très majoritairement Instagram. Parfait. Merci tout le monde. J'espère que vous avez aimé l'épisode. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci Catherine. Merci à vous deux. Tout le monde. Merci.